La défense européenne face à de grands enjeux depuis 4 ans maintenant, la guerre en Ukraine, des incertitudes évidemment dans l'Arctique, désormais le Groenland aussi face aux propos du président américain Donald Trump, alors que s'ouvre ce vendredi la 62e conférence de Munich sur la sécurité où ces enjeux vont notamment être abordés. On en parle avec la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. La question de la défense européenne et de l'industrie de défense est de plus en plus présente dans le débat public, y compris en France, avec des déclarations dernièrement du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui bloque encore pour voir une industrie de défense européenne vraiment se mettre en route? Écoutez, en effet, il y a des blocages, mais il y a aussi des avancées. Alors, on a souvent l'impression quand on regarde un verre, qu'il est à moitié vide, mais il est également à moitié plein. Et je préfère regarder ce qui est plein pour se dire que on peut le remplir complètement. On ne peut pas refaire ni notre géographie ni notre histoire en Europe, avec des pays européens qui aujourd'hui se retrouvent sur un marché unique intérieur qui a été conçu sur la compétitivité. Et donc, les industriels qui sont nés dans différents pays, et tous les pays européens n'ont pas une industrie de défense, beaucoup, de par leur histoire, eh bien, ont sous-traité leur défense aux États-Unis depuis leur indépendance. Je pense notamment aux pays sur le flanc est de l'Europe. Et donc, nous avons une industrie de défense qui est eh bien, nationale, en concurrence les uns contre les autres depuis toujours, et avec en effet le déclenchement de la guerre en Ukraine, une prise de conscience que eh bien, les Européens devaient mutualiser leurs forces pour venir en aide à ce pays attaqué par la Russie. Et puis, il y a eu l'élection de Donald Trump qui a accéléré ce que les présidents américains précédents nous avaient demandé de faire, c'est-à-dire eh bien, de nous prendre en charge en matière de sécurité, ce que nous n'avons pas fait pendant des décennies, puisque nous étions en paix, que nous pensions eh bien, que la paix était éternelle. Et donc, toutes ces raisons convergentes font que nous avons une pression maximale aujourd'hui pour, en effet, arriver à un niveau à la fois capacitaire, mais également de coopération au niveau européen, qui permettrait à l'ensemble du continent de pouvoir se défendre contre un agresseur. Alors, nous avons commencé à le faire quand les pays européens ont été, depuis 2015, avec les attentats de Paris, frappés sur leur sol par le terrorisme. L'Europe, à ce moment-là, s'est activée pour, en effet, des échanges d'informations, de renseignements et de coopération. Et puis, cette guerre en Ukraine a démontré, en effet, à la fois nos faiblesses, mais aussi nous force à aller dans le sens de ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certes des blocages parce que, comme je disais, on ne peut pas refaire l'histoire de groupes industriels qui ont toujours été en concurrence, qui ne se font pas confiance, qui n'ont pas envie de travailler les uns avec les autres pour des raisons différentes. Mais il y a des très très beaux projets qui ont abouti avec des équipements européens et des entreprises européennes. Alors, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a MBDA, il y a Airbus, et puis des équipements comme l'A400M, par exemple, qui est un avion, je crois, inégalé dans ce qu'il est capable de faire dans le monde. Oui, vous parlez du bon côté et des avancées, notamment. C'est vrai que l'on peut parler du programme SAFE, du programme Rearm Europe. Ça va dans le bon sens, ces déclarations. Tout de même, il y a une intention qui est là, mais il faut que ça suive derrière, évidemment, dans chaque pays de l'Union européenne, notamment. Oui, mais alors, ce que vous mentionnez, ce sont des outils, des instruments, alors financiers ou normatifs, qui sont incitatifs à la fois pour les industriels, mais pour les pays, en effet, de coopérer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons pris conscience que individuellement, nous ne sommes pas en capacité de répondre à une attaque, notamment la menace principale est russe pour le continent européen aujourd'hui, et que nous avons besoin de coopérer parce que les investissements qui sont demandés
notamment pour se protéger en matière de cyber, parce que si nous ne sommes pas attaqués, nous, physiquement, sur le territoire européen en tant que tel, nous le sommes par une guerre hybride, c'est-à-dire des sabotages, de la désinformation, des campagnes de désinformation, des attaques cyber régulières, pour pas dire quotidiennes. Et donc, nous avons aujourd'hui des investissements colossaux à mettre en place et nous avons réalisé que individuellement, eh bien, nous n'y arriverions pas. Donc, il y a cette volonté, en effet, au niveau de l'Union européenne, d'être en capacité d'avoir cette force financière qui a permis, avec le programme SAFE, de proposer 150 milliards dans un premier temps, mais pour monter jusqu'à 800 milliards, et aider les pays à investir. Alors, c'est dans l'innovation, c'est pour soutenir ces industries, notamment les startups et les PME, et puis également soutenir des projets que nous pouvons faire en commun. Mais avant cela, il y avait eu le Fonds européen de défense, et pour montrer qu'il y a une accélération et que les choses se passent, et se passent assez vite, nous avons au niveau européen quand même négocié un Fonds européen de défense qu'on appelle le FED, à hauteur de 13 milliards à dépenser entre 27 sur 3 ans. Donc, vous imaginez le saupoudrage qu'il y avait, mais qui a eu pour avantage d'aider les pays à travailler ensemble, et surtout des pays qui n'ont aucune, aucune capacité, ou qui n'ont même pas de commandement de défense au niveau national, puisque c'est simplement l'OTAN qui permet pour eux d'avoir une stratégie militaire. Elle est totalement otanienne. Et donc, ces pays, de se dire qu'ils peuvent rentrer dans des projets industriels, et finalement participer à la fabrication, à la conception d'équipements dont nous avons collectivement besoin. Et donc, de pouvoir Mm. nous retrouver aussi à faire ce que nous n'avons jamais fait au niveau européen, c'est-à-dire d'acheter en Europe et de vendre en Europe. Nous avons cette capacité d'acheter à l'extérieur et de vendre à l'extérieur. Si bien que nous nous passons, en achetant à l'extérieur, eh bien, nous nous passons de la création d'emplois localement, d'investissement dans l'innovation, et donc nous avons besoin de changer cela. Et nous pouvons le changer si nous avons, dans ce que nous faisons, cette dimension européenne. À savoir que oui, nous avons la capacité peut-être d'ouvrir des usines ou des laboratoires, ou des bureaux d'études dans des pays européens, et de faire en sorte que ces pays, de fait, au lieu d'être dépendants des États-Unis, eh bien, soient dépendants de l'Europe et de la France. Ce serait une bonne chose. Et justement, la prise de conscience n'est peut-être pas la même dans tous les pays. Quand on voit la Pologne, la Norvège ou encore l'Estonie acheter de l'armement auprès de la Corée du Sud, on est parfois un peu surpris en tant qu'Européen d'avoir vu ce type de contrat passer avec des pays étrangers. Oui, mais parce que nous ne sommes pas en capacité de produire à l'échelle qui est demandée. La Pologne souhaite s'équiper de 400 chars. Elle en a déjà reçu 200, et si elle avait passé cette commande dans n'importe quel pays européen, elle l'aurait passée en Allemagne, puisque la France ne fabrique plus de chars depuis 2008. Et donc, les Allemands ne sont pas en capacité de produire à cette échelle-là. Nous avons besoin, et là encore, j'en reviens au collectif, nous avons produit pour des besoins nationaux, c'est-à-dire en petite quantité, dans une Europe en paix, avec des équipements ultra perfectionnés qui coûtent très cher. Nous avons besoin de changer d'échelle. Et avec l'achat polonais auquel vous faites référence, eh bien là, nous avons la prise de conscience aussi que, au-delà de ces missiles et de ces équipements ultra perfectionnés que nous avons pu produire en petite quantité, nous avons besoin de produire en masse, de moins bonne qualité. En Russie, aujourd'hui, nous avons une économie de guerre avec 30% du PIB qui est dépensé par la Russie pour produire des équipements militaires qui sont utilisés, qui sont détruits pour la plupart, et donc qui ont besoin d'être remplacés. Mais en France, comme dans le reste de l'Europe, on n'a pas produit en masse parce que nous ne sommes pas en guerre. Et si nous avions produit en masse, qu'aurions-nous fait de tous ces équipements, à moins de les exporter, de les vendre à l'extérieur?
Et au final, est-ce que l'Union européenne, les pays européens n'ont pas pris un peu la dimension des enjeux de la guerre en Ukraine un peu trop tard et ces enjeux donc de nécessité de se réarmer et de rebâtir une véritable industrie de défense? On est 4 ans après le début de la guerre et c'est seulement là depuis quelques mois maintenant qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la défense. Oui, mais c'est un concours de circonstances. Je pense qu'il y a eu revenons en arrière. Le début de la guerre en Ukraine, je crois que les Européens, quelque part, c'est inavouable aujourd'hui, mais pensaient que l'Ukraine ne résisterait pas. Elle l'a fait. Et 4 ans plus tard, elle continue à résister. Et l'aide que l'Europe a apportée à l'Ukraine, en partant du principe que l'Ukraine était attaquée, mais c'était en fait l'Europe qui était attaquée aussi potentiellement, qu'il est par la guerre hybride que la Russie a décidé d'engager contre l'ensemble des pays européens depuis quelques années, par le biais du cyber, par la désinformation, par des sabotages sur nos territoires et que finalement, en soutenant l'Ukraine et en faisant que l'Ukraine ne perde pas, cela était la meilleure dissuasion pour que la Russie ne soit pas tentée eh bien, d'attaquer d'autres pays européens. Donc, nous avons eu cette montée en puissance et puis une accélération avec l'élection de Donald Trump qui a très clairement dit que l'Europe n'était pas forcément un allié, qu'il ne croyait plus en l'OTAN, que, avec une critique d'ailleurs dans la stratégie nationale, le document qui a été publié très récemment, une critique exacerbée des Européens. Et donc les Européens qui avaient tout misé pour certains pays, qui n'est pas le cas de la France, mais pour la plupart de nos partenaires, sur une protection américaine, aujourd'hui en doute. Et donc, s'il doute de cela, ça veut dire qu'en effet, il faut se réarmer. Mais il faut aussi se dire que se réarmer, c'est pas simplement produire des équipements militaires, c'est aussi sur le plan de l'économie, c'est un facteur de croissance parce que c'est un facteur d'emploi local, mais c'est surtout, et là c'est un aspect dont on ne parle pas suffisamment, la dualité à la fois de l'innovation, mais de ce que nous produisons dans le civil. C'est-à-dire que c'est un facteur d'innovation technique. Et aujourd'hui, si les États-Unis ont cette avance considérable en matière technologique, c'est bien parce qu'ils ont investi massivement dans leur défense pendant des décennies et le civil en a profité. Donc, réarmer l'Europe, c'est réarmer l'économie européenne pour que ça soit une puissance sur la base de 500 millions d'habitants et il faut aller au-delà des 27. L'Europe, ce n'est pas simplement l'Union européenne, ce n'est pas ceux qui appartiennent à l'OTAN ou pas, les pays neutres ou pas. Vous voyez, nous avons des statuts qui sont complètement différents les uns des autres, mais c'est un bloc européen avec une force financière, normative, qui est impressionnante si nous sommes en capacité d'arrêter d'être en concurrence les uns contre les autres, de nous faire confiance et de penser collectif au lieu d'avoir un réflexe national qui est tout à fait naturel pour l'instant, mais dont il va falloir quand même nous débarrasser si nous voulons avancer ensemble. Donc, je crois qu'il y a cette accélération. C'est vrai qu'on a pris du retard, qu'on est en train de le combler et que l'on comble finalement ce retard par des sacrifices qui sont énormes sur le plan financier, puisque nous en sommes à 2% de notre PIB en matière de défense. Nous allons avoir une augmentation de la défense, enfin des crédits alloués à la défense dans les années qui viennent. Mais demain, si nous voulons nous protéger, et nous ne sommes pas dans une logique au niveau européen d'agression, il est question simplement de nous défendre et surtout de dissuader un ennemi potentiel. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, d'avoir été avec nous pour aborder donc la nécessité de rebâtir cette industrie européenne de défense qui se fait, on l'a compris, progressivement. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste et vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, auteur également de ce rapport sur la base industrielle et technologique de défense
européenne. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur BFM2.